C'est la seule difficulté quand on dit le Dogue allemand est un chien fragile à élever, pas du tout. Il n'est absolument pas fragile, si ce n'est que le gros problème, c'est la croissance, ça c'est clair. Donc la croissance, on s'en sort avec pas trop d'exercice et surtout une excellente alimentation. Et ça, et puis une certaine connaissance aussi, se rendre compte de ce qui va, de ce qui ne va pas. Il y a des choses acceptables et d'autres qui ne le sont plus. Et puis s'affoler en temps voulu et surtout trouver des vétérinaires compétents qui sont capables de juger justement de la croissance du Dogue allemand, ce qui n'est pas évident. Parce que, c'était de l'ancienne mode, je pense que les jeunes vétérinaires maintenant le font plus, mais ils avaient tendance à donner du calcium et au lieu d'arranger les choses, ils fixaient au contraire les défauts. Donc c'est vrai que la croissance reste un problème dans l'élevage du Dogue allemand, absolument. Donc une excellente alimentation, pas trop de compléments et pas trop d'exercice non plus, quand ils sont jeunes. Énorme problème dans notre race. Énorme problème, c'est pas que dans notre race, dans toutes les races géantes, mais c'est vrai que c'est un gros problème. On avait fait une étude très poussée sur la longévité. On arrivait d'ailleurs au fait qu'on avait des longévités différentes selon les couleurs. Le fauve étant les plus fragiles au niveau justement de la longévité, ceux qui mourraient le plus jeunes. Les mâles meurent plus jeunes que les femelles. Et la moyenne d'âge était de 6 ans et demi. C'est une étude qui remonte à quelques années. On a, je pense, monté un petit peu parce qu'on a énormément moins de torsion d'estomac qu'on avait à l'époque. Donc on est peut-être aux environs de 7 ans maintenant, mais c'est tout. Et les chiffres sont exactement les mêmes en Allemagne. Avec 3 pathologies principales, la torsion d'estomac, les problèmes cardiaques, que ce soit la cardiomyopathie dilatée ou autre, et les cancers. Les plus solides, ce serait plutôt l'arlequin. Mais ce que je dis là, ça peut être complètement inversé d'ici quelques années, parce que tout dépend effectivement de comment les éleveurs vont travailler, et travailler notamment la longévité. Actuellement, il y a très peu d'éleveurs qui travaillent la longévité. Ils en parlent tous, mais ils n'osent pas parce que pour travailler la longévité, il faut utiliser des chiens âgés. Seulement, travailler la longévité dans ce sens-là, on a des lignées qui sont âgées, mais qui ne gagnent pas forcément en exposition. Et comme les gens, ils veulent la championnite, et ils veulent des champions, et puis qui regardent beaucoup plus le phénotype que le génotype, ils vont chercher des chiens, tant pis s'ils meurent jeunes. Ça, c'est le même problème que les yeux. Un bel entrepion, normalement, il ne faut pas élever avec ça. Et puis, en réel, on opère très bien maintenant, on s'en aperçoit pas, on ne le dit pas, puis on fout la merde, quoi. Donc, je pense que les gens ne sont pas raisonnables, tant au niveau de la longévité que de certains défauts qui nous pourrissent la vie et qu'on pourrait éviter. Il y a plusieurs défauts dans l'œil. Il y a la glande nictitante, il y a la luxation du cartilage, il y a l'ectropion, il y a l'entropion. C'est les 4 principaux problèmes qu'on rencontre. À l'œil, il y a aussi évidemment la microphthalmie, c'est-à-dire l'œil qui rentre trop à l'intérieur. Et à ce moment-là, évidemment, les paupières se trouvent complètement livrées à elles-mêmes. Mais au niveau périphérique de l'œil, disons, c'est les 4 principaux problèmes que l'on rencontre à l'heure actuelle. Et l'ectropion est arrivé beaucoup parce que justement, on a fait du surtype. Donc on a tout alourdi, on a mis des babines énormes, de la peau partout, et automatiquement la peau entraîne la peau, le poids entraîne la paupière, et donc c'est dégringolé. Donc l'ectropion peut s'expliquer comme ça. Maintenant, sur un chien bien typé, pas trop, l'ectropion a tendance plutôt à disparaître. L'entropion, on le constate plutôt sur des chiens qui sont surtypés. L'entropion arrive, comme on le disait tout à l'heure, avec un œil qui est un petit peu trop enfoncé, donc la paupière a tendance à rentrer à l'intérieur, roule. Et les problèmes de glande nictitante, tous ces problèmes, de toute façon, sont génétiques. Donc l'entropion notamment, et même les glandes, ça s'opère parfaitement bien, on ne voit absolument rien. Et le drame, c'est que les gens ne le disent pas, utilisent, et on le retrouve, quoi. Et on s'en sortira jamais comme ça. Mais bon. Au niveau de la dentition, il y a des dents
qui servent à rien. Et on se bat justement actuellement à travers le UDDC. Enfin, moi, personnellement, je me bats et mon successeur, Gérard Mignot, aura bien évidemment la même politique, puisque c'est la continuité. On se bat pour l'acceptation du manque des 4 P1. D'ailleurs, la FCI ne tient pas compte des 4 P1. Et de la M3, qui est une dent tout à fait dans le fond, qui n'a personne en face. Elle est tout à fait isolée, elle est minuscule, tout à fait dans le fond de la mâchoire, personne ne les voit, les juges, il faut ouvrir la gueule à fond pour la voir. Donc on se bat pour avoir la possibilité du manque de ces dents-là. Mais sinon, les autres, il ne faut pas qu'il en manque. Élever, par exemple, moi je me souviens, j'ai connu une Bundesligurine à qui il manquait une P4, parce qu'à l'époque, on n'en tenait pas compte. Et malgré tout, le standard demandait des dentitions complètes, mais on n'en tenait pas compte. Maintenant, c'est vrai qu'on en tient compte, et c'est vrai qu'élevé avec du P4 en moins, par exemple, le doc de Bordeaux, il n'a plus de P4 depuis longtemps. On va raccourcir petit à petit le museau, ça c'est clair, puisque tout va prendre la place du vide. Ça, c'est malheureux. Et il y a beaucoup de races comme ça. Je suis peut-être un spécialiste de dog allemand quand même, vu mon intériorité, mais je suis aussi un spécialiste de Saint-Bernard et on a le même problème. On a des dents beaucoup trop petites. Quand on regarde un terrier avec des dents magnifiques et puissantes et qu'on voit nos dents de chien, on sait très bien que c'est des dentitions totalement inefficaces. Bon, s'ils mordent, ça fera mal quand même, mais il n'y a plus de dents, quoi. Les incisives, toutes les dents d'ailleurs, deviennent très très petites. Par contre, par rapport aux dents, puisqu'on parle des dents, nous, on sait très bien que chez nous, l'idéal, c'est le ciseau, la denture en ciseau en ce qui concerne les incisives. Mais ce qui est encore plus important, c'est de voir comment les prémolaires s'intercalent avec la prémolaire supérieure qui doit s'incruster dans le vide des prémolaires inférieures. Or, on trouve des chiens avec des incisives parfaitement bien en place, en ciseaux, et l'intercalage qui est très mauvais. Et l'inverse. Dans certains cas, c'est pas très bon en ciseaux, mais par contre, ça s'intercale très bien. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut pas en tenir compte. Comme quoi, le standard, il faut aussi savoir l'interpréter intelligemment. Il doit entrer dans un carré, théoriquement, plus 5%. Et 10% pour la femelle, 5% pour le mâle. Bon, ça c'est de la théorie. Mais il doit être un petit peu au-delà du carré, mais c'est vrai qu'on voit des chiens trop longs. Trop longs donnent des faiblesses, bien évidemment, de la colonne vertébrale, donnent souvent des mauvais dos et les transmettent. Donc la longueur du chien et du rein, bien sûr, sont des choses importantes à prendre en compte quand même.